Bienvenue à la masterclass d'Olivier qui s'inscrit dans une grande lignée de grands dirigeants, de grands professionnels de l'immobilier. Ils sont de plus en plus âgés, donc il faut en profiter, on en aura presque plus bientôt. Donc voilà, on va essayer de tenir jusqu'à la fin de la matinée. Les masterclass, c'est une initiative qui a été inventée conjointement par Business Immo et Génération Immobilier. En deux mots, Génération Immobilier, c'est une association qui a pour but de rapprocher les générations immobilières, c'est-à-dire d'aider les jeunes à rentrer dans la carrière, les vieux à en partir, et ceux entre les deux à vivre un petit peu en harmonie. Comme toute association, on a beaucoup de mal. J'ai un bureau ici représenté, ils font rien. Donc s'il y a des volontaires, vous pouvez venir. On organise plein de trucs, mais il n'y a pas beaucoup de mains. Donc si vous voulez participer à Génération Immobilier, vous allez voir les deux jeunes hommes qui sont là-bas, ils vont vous aider. Donc la masterclass, c'est un principe très simple. C'est vraiment une interaction avec un dirigeant, comme si vous étiez en train de dîner avec lui par hasard, et il vous raconte un peu son parcours pour qu'il soit un petit peu fléché. Il y a deux parties. Une partie par Gaël plutôt sur le parcours professionnel, et une partie avec moi-même plutôt sur la personne, la personnalité. Mais on va tout de suite commencer par une toute petite introduction, et Olivier va nous dire pourquoi il est là et pourquoi il a accepté de venir en 2-3 minutes avant que Gaël prenne la parole. Bonjour à tous. Non, j'ai accepté de venir parce que je voulais entendre l'introduction de Lalou. Voilà. Donc j'ai pas été déçu. Mais non, je suis venu parce que Lalou d'abord est un ami, il me l'a demandé. Et voilà, on se connaît depuis au moins. Et puis parce que en fait, on a nous ICAD, un stand qui est juste à côté que je vous invite à aller voir après. Qu'on cherche beaucoup de collaborateurs à embaucher, environ 150 pour l'année 2020, et que en venant faire cet exercice au Forum des métiers de l'immobilier, j'espère que ça va contribuer au recrutement qu'on va pouvoir faire en 2020 de talents dont nous avons besoin pour développer la société. Merci beaucoup Olivier. Donc la première partie, en fait, l'idée c'est de retracer un petit peu ton parcours académique, tes débuts professionnels. Je rappelle que tu es directeur général d'ICAD, une foncière cotée. On ne reviendra pas forcément sur la stratégie d'ICAD, on va plus parler du dirigeant. Je voudrais qu'on commence sur tes études. Quelles ont été tes études et un peu les raisons de ton parcours académique? Alors moi j'ai fait des études de commerce d'une école qui s'appelle HEC, qui est à Jouy en Jouzas. Et les raisons, c'est... moi, je n'étais pas ingénieur dans l'âme, donc je vivais à une époque où les choses étaient plus simples qu'aujourd'hui. On faisait des études littéraires, des études d'ingénieur ou des études commerciales. Donc on avait le choix en gros entre trois voies. Et les études de commerce étaient celles qui me plaisaient le plus. Voilà, avec beaucoup d'histoire géo, beaucoup de philosophie, un peu de lettres quand même. Et voilà, donc ça me convenait plus que maths sup, maths spé. Si c'était à refaire? Si c'était à refaire, je referais la même chose. Mes enfants n'ont pas suivi la même voie que moi parce que j'ai une majorité d'ingénieurs, mais c'est devenu plus complexe. Et aujourd'hui, en plus, la plupart de ce que je vois, enfin en tout cas beaucoup de jeunes talents ont la chance de pouvoir faire 2 diplômes, hein, les bidiplômes, etc. Donc maintenant, les cursus sont sophistiqués, sont un peu plus longs pour ceux qui ont la chance de pouvoir faire des études supérieures. Et on voit que beaucoup d'ingénieurs font des études de commerce. Beaucoup d'étudiants en école de commerce font des masters ou des licences de mathématiques ou de finance ou ce genre de choses. Donc ces choses-là ont évolué. On peut avoir des parcours beaucoup plus divers. Donc je referai probablement la même chose, mais avec certainement l'opportunité de faire quelques suppléments que je n'ai pas fait à l'époque. On sort de l'école, je voudrais que tu nous parles un peu du premier jour au bureau, soit le premier stage, soit le premier job. Quels souvenirs tu en gardes? Moi, en fait, je ne m'apprêtais pas à travailler, parce qu'à l'époque, on faisait le service militaire. Et l'armée n'a pas voulu de moi parce que ça ne s'est pas amélioré depuis, mais j'entendais déjà très mal. Voilà. Et donc, j'ai été exempté de service militaire. Et donc, il a fallu que je trouve un job assez rapidement. Je suis rentré dans une boîte qui n'existe plus aujourd'hui, qui à l'époque était le leader mondial de l'audit, qui s'appelait Arthur Andersen, qui a donc sauté sur l'histoire d'un scandale qui s'appelait Enron. Et donc mon premier jour au bureau, c'était à la tour, qui s'appelait à l'époque la Tour Gann, la tour CB21 maintenant, au 41e étage, avec une très belle vue sur Paris, pour faire un métier d'audit comptable et financier
pour lequel j'étais absolument pas préparé, mais c'était à l'époque la société qui recrutait le plus de collaborateurs dans les promotions d'écoles de commerce. Et j'y ai passé 2 ans vraiment fantastiques. À l'époque déjà, il y avait des open space, du flex office dans cette société qui était assez innovante. Et le soir, en quittant le bureau, le souvenir que tu en gardes, le sentiment? Le sentiment du premier job, moi, c'est surtout le sentiment du premier salaire. Moi, je regarde des fois. Bon, ma foi, on reçoit un salaire, c'était très marquant. Donc, je me suis précipité dans un grand restaurant pour le dépenser quasiment entièrement. Mais c'est surtout ce souvenir-là qui m'a marqué. Pour ce premier job, tu as fait un CV, une lettre de motivation? Ah ben, probablement, alors je ne suis pas sûr de me souvenir forcément, mais à l'époque tout ça n'était pas digitalisé du tout, donc oui, on écrivait, puis on déposait les lettres, et puis on s'est reçu. Oui, donc mais à l'époque, c'était des sociétés qui recrutaient des dizaines et dizaines de jeunes diplômés, donc c'est une époque où finalement quasiment le diplôme seul servait de passe pour rentrer dans les sociétés. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. Mais donc, à l'époque, il suffisait quasiment de postuler. On était dans des périodes de croissance dans les années 80 et on était pris assez facilement. Juste entre nous, tu en as fait combien des CV? Tu n'en as jamais fait? Je n'ai fait, à l'époque, j'étais assez flemmard. Je ne suis plus, hein, mais c'est le premier CV que j'ai envoyé. Et vraiment, il fallait que je trouve ce job très rapidement, parce que l'armée ne voulait pas de moi, donc j'en ai fait qu'un. Et coup de bol, ils m'ont pris. Ça marche bien. Les premiers choix de carrière après Arthur Andersen, quel a été un petit peu ton parcours? Mais en fait, j'ai fait un peu moins de 2 ans. Et puis bon, c'était un beau métier, mais en fait, je ne m'étais pas préparé du tout à ça. Donc, j'avais pris une année sabbatique. Au bout de 2 ans de travail, c'était un bon ratio. Donc 2 ans de travail, une année sabbatique. Et donc je suis parti voir tous mes copains qui à l'époque faisaient ce qu'on appelait la coopération. Donc j'ai fait le tour du monde pour aller voir tous mes amis qui étaient qui étaient en poste dans les ambassades ou dans les entreprises dans le monde entier. Puis je suis revenu au bout de cette année sabbatique. Je recommande une année sabbatique pour 2 ans de travail, c'est un bon ratio. Il est mûr pour Génération Immobilier. Je suis mûr pour Génération Immobilier. Et voilà, et je suis rentré, puis finalement je ne suis pas retourné chez Arthur Andersen. C'est là où j'ai croisé les gens d'immobilier et je suis rentré dans une société qui n'existe plus aujourd'hui. Enfin, elle a changé de nom, elle s'appelait Auguste Thouars. Il s'appelait Auguste Thouars, qui était l'ancêtre de BNP Paribas Real Estate partie transaction. Justement, chez Auguste Thouars, quel personne clé que tu as rencontré, peut-être des mentors qui ont jalonné ton parcours professionnel? Oui, j'ai été recruté par une personne que les plus anciens ont sans doute connue, qui s'appelait Jean-Pierre Forgeot, qui était l'un des 2 directeurs généraux d'Auguste Thouars. Et Jean-Pierre Forgeot était bien avant d'autres qui l'ont fait après, mais il avait fait HEC aussi, et il s'était mis dans l'idée de recruter que des diplômés de la même école que lui. Donc c'est une année où moi je suis rentré, il a recruté des gens qui connaissent peut-être, Brigitte Nouchy, Jean-François Drouet, etc. Il avait embauché comme ça une fournée d'HEC pour un métier que je connaissais encore moins que l'audit comptable et financier, qui était la transaction immobilière. Et aujourd'hui, c'est des très grosses sociétés très structurées. À l'époque, c'était vraiment des métiers d'artisans et extrêmement peu connus. Et moi, je me souviens quand j'ai dit à mes amis, à ma famille, que je rentrais faire de la transaction immobilière, c'était des regards très, très, très surpris, parce que c'était un métier qui était, encore une fois, extrêmement peu connu. Justement, quand on vient d'HEC, qu'on arrive dans un secteur presque artisanal à l'époque où on est quoi, dans les années 80, fin des années 80? On est en 88. C'est pas la voie royale. Comment c'est perçu et pourquoi finalement tu t'es accroché à l'immobilier? Non, c'était, pour ceux qui l'ont connu, Jean-Pierre Forgeot était un monsieur passionnant qui parlait de ce métier avec tellement d'enthousiasme évidemment, qu'une fois qu'on avait écouté 3/4 d'heure, enfin l'entretien d'embauche, c'était surtout lui qui parlait. Et donc à la fin, on avait envie de signer. C'était des métiers passionnants, parce que pour ceux qui se souviennent de cette époque, c'était une période de très fort croissance du secteur immobilier, notamment immobilier d'entreprise. Ça s'est cassé la figure fin 90, début 91.
une énorme crise immobilière, bien plus sérieuse que celle qu'on a pu connaître récemment. Mais ces années 87-91, c'était des années de croissance extraordinaire. Et donc, c'était une aventure absolument passionnante. Après Auguste Thouars? Ben, je suis resté jusqu'en 91. Alors, et en 91, je suis parti travailler pour un promoteur. Alors, je vais raconter des histoires un peu tristes pour le groupe Sari, qui est devenu le groupe Nexity. Et je me souviens toujours, j'ai signé mon contrat à la Sari un vendredi matin pour aller prendre en fait, la direction commerciale de Sari et commercialiser les immeubles que groupe Sari, qui était dirigé par Christian Pellerin, construisait à la Défense. Et il y en avait beaucoup, hein, parce que la crise avait commencé à frapper. Et donc j'ai signé ce contrat un vendredi matin. Et le vendredi soir, je rentre chez moi, je regarde la télévision. Et l'invité du 20h de TF1 était Monsieur Pellerin, qui venait de passer sa journée à la brigade financière à Nanterre. Donc là, je me suis demandé si j'avais eu le nez creux. Bon, et il a eu les problèmes que certains connaissent. Et donc moi, je suis arrivé quelques mois après dans le groupe Sari, au moment où et la crise immobilière et d'autres problèmes qui se sont greffés sur le groupe se sont cumulés. Je n'ai pas passé beaucoup de temps, parce que c'était vraiment très, très, très compliqué. Donc je suis arrivé, je me souviens, c'était quasiment en plein hiver. Il y avait 200 000 m² de bureaux vacants à la Défense, livrés. Ceux qui connaissent la Tour Pacifique, Espace 21, les Coupes K, tout ça, ça existait, c'était vacant, livré depuis pas mal de temps. Et la direction de la Sari était occupée à régler d'autres problèmes avec son actionnaire, la brigade financière et autres. Et on me dit en gros, bah, débrouille-toi, faut commercialiser, faut louer, voilà. Et c'était une période assez intéressante, mais très compliquée. Je ne suis pas resté très, 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 très longtemps parce que c'était à l'époque, j'étais jeune. Je suis toujours, hein, je suis toujours la loupe, mais non, parce que j'ai entendu l'introduction, donc je n'ai pas prêt de partir encore. Mais c'était une période passionnante, mais très compliquée. Plus qu'on se soit vu, mais la brutalité de la crise était vraiment extrêmement significative. Qu'est-ce qui fait que tu t'accroches à ce secteur? Alors, je ne voudrais pas empiéter sur les questions de la Loue, mais il y a un côté un peu masochiste là, non? Non, pour ceux qui étaient dans ces marchés entre 92 et 95, c'est sûr que les journées étaient parfois très longues, hein, c'était parfois assez compliqué, mais c'est un secteur passionnant. C'est la construction, c'est l'architecture, c'est la relation avec les grands corporates. Moi, je faisais beaucoup ça pour essayer de remplir ces immeubles. C'est une matière première qui est passionnante. Et en l'espace de très peu de temps, moi, j'ai connu une période de marché qui a une croissance phénoménale. J'entends on parle, il faut se souvenir à l'époque, hein, on parle des loyers à 900 € dans Paris. Ceux qui s'amusent à faire de l'actualisation financière, à l'époque, les loyers étaient record entre 5 et 6 000 francs par mètre carré dans Paris. C'était il y a plus de 30 ans. Hein, et donc, c'était plus qu'aujourd'hui avant actualisation. Hein, pour ceux qui pensent que les calculs sont assez intéressants. Croissance phénoménale. Là, c'est le patron de la foncière qui parle, là, et qui se dit qu'il y a un potentiel de réversion locative. Ça interpelle. Hein, ça interpelle. C'est-à-dire que les loyers, il y a 30 ans, étaient supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui en valeur nominale. Ça fait réfléchir. Bref, et après, on a connu une descente vertigineuse. Donc, j'ai pu faire un apprentissage en version accélérée. Ça monte et ça descend. Donc, pourquoi on s'accroche? Quand on aime un secteur, quand on a des projets, voilà. J'avais beaucoup de chance d'être. Auguste Thouars était une très belle entreprise. La Sari, même si elle a un peu implosé en vol, était le plus beau groupe de promotion. Puis après, je suis parti faire quelque chose de plus entrepreneurial avec mes mentors de chez Auguste Thouars. Raconte-nous un petit peu cette histoire et surtout peut-être la reprise et un peu l'évolution de ta carrière, la prise de responsabilité plus grande et puis le management d'équipe. En fait, aussi. Donc il y avait un deuxième mentor et patron, pour ceux qui l'ont connu, qui s'appelait Jean-Marc Rodel, quelqu'un à qui j'ai beaucoup appris, qui était l'un des directeurs généraux d'Auguste Thouars et qui avait dans le projet de racheter une société de transaction qui s'appelait Jean Thouars à l'époque, qui est devenue DTZ après
Là, et il avait le projet de racheter ça à une banque qui n'existe plus, qui a fait faillite qui s'appelait le comptoir des entrepreneurs et qui avait mis la main dans le financement des professionnels de l'immobilier, des grands marchands de biens. Et le comptoir des entrepreneurs a été une faillite retentissante. Et entre autres choses, ils avaient acheté cette société de transaction. Et donc, on a racheté cette société de transaction avec ceux qui les connaissent, avec Jean-Marc Rodel, Philippe Laniel et Jean-François Drouet. Étaient 4 associés au départ. Et moi, je ne comprenais pas parce que, en fait, le comptoir des entrepreneurs nous a fait un gros chèque pour qu'on rachète la société. J'ai dit, tiens, c'est curieux parce qu'on rachète une société, mais en plus, ils nous font un chèque. On a vite compris pourquoi. C'est-à-dire qu'on faisait des pertes tous les mois. On a fait des pertes pendant au moins 3 ou 4 ans. Donc, c'était assez compliqué, mais passionnant de restructurer, redresser une société. J'ai vu tout à l'heure Geoffroy Dudrich, qui est, je ne sais plus où, dans la salle, qui est là. Et qui a connu une partie de cette aventure à l'époque. Et ça a été long parce que le redressement du marché immobilier, pour ceux qui étaient sur le marché, a pris plus de temps qu'on ne l'imaginait. Ce qu'on appelle la liquidité, le redressement des valeurs s'est fait à partir de 97, à peu près 98. Nous, on avait acheté ça en début 92. Donc, c'était des années passionnantes, mais pas simples, parce que ça a été... Encore une fois, la purge du marché a été plus longue à venir que tout le monde l'avait imaginé à l'époque. À partir de quand ça sourit là? Parce que depuis le début, il n'y a que des crises, des faillites, des sociétés qui disparaissent. Non. Ce qui n'est pas très vendeur dans un 88, salon de l'emploi. 88, 91, non, ça ressourit à partir de 98. À partir de 98, le marché va reprendre. Grands investisseurs américains incarnés par mon voisin de gauche arrivent et finalement posent les vraies valeurs sur la table. Et là, le secteur acte définitivement ses pertes et puis redémarre. Donc à partir de 98, on a reconnu une période de croissance assez significative et assez intéressante. Sur les 20 ans qui nous séparent avec la reprise du marché, qu'est-ce qui a changé, selon toi, sans être exhaustif, sur le secteur immobilier, le compartiment immobilier? D'abord, c'est un secteur qui s'est énormément développé dans toutes ses composantes, toutes ses classes d'actifs, donc dont son poids dans le PIB qui c'est nettement plus significatif. C'est énormément professionnalisé. Donc les sociétés sont devenues nettement plus grandes, donc ils sont professionnalisés. C'est les débats de l'époque, beaucoup financiarisé. Et je crois on peut dire finalement c'est beaucoup professionnalisé. Et c'est vraiment maintenant un secteur économique à part entière qui fonctionne, qui fonctionne comme tous les autres, ce qui n'était pas forcément complètement le cas dans ces années-là. J'ai 2 dernières questions avant de passer la parole à Lalou. Juste sur ton parcours, que tu nous parles d'un échec marquant et d'un succès inattendu. Là, je sais pas, moi, les échecs personnels, je parlais tout à l'heure de l'aventure des TZ Jantoire. C'était un échec, c'est que on est des associés, à un moment, on n'est pas forcément toujours d'accord, on ne partage pas les mêmes visions de ce qu'il faut faire ou ne pas faire, et donc j'ai dû quitter l'aventure un peu trop tôt, manifestement, parce que la société s'est extrêmement bien développée derrière, très bien développée derrière, et donc j'ai eu quelques regrets, mais voilà, on n'était plus alignés. Les succès, je ne sais pas, c'est toujours les derniers auxquels on pense. Alors, et ils ne sont pas inattendus. Ce pas des succès inattendus. Les succès, c'est toujours Je pense que les échecs sont parfois inattendus parce qu'on n'a pas vu arriver des causes, on n'a pas vu un certain nombre de choses. Les succès, sans prétendre, ça n'arrive jamais par hasard. C'est toujours la résultante d'une stratégie, du travail, de la qualité de l'exécution. Et je ne dis pas ça pour être politiquement correct, mais c'est vrai que objectivement, les succès d'ICAD depuis 2-3 ans sont ceux qui en tout cas, qui évidemment présentement me marquent le plus. Lalou. Si, il l'a dit. Il n'écoute pas, Lalou. Je pense qu'il y a une autre question sur le secteur que Gaël voulait te poser. C'est aujourd'hui, comme tu as une vision un peu transverse,
quels sont les différents secteurs d'activité immobilière que tu conseillerais comme point d'entrée pour un jeune dans la carrière? Je voudrais revenir sur les échecs. J'ai un échec, c'est que je n'ai pas réussi à convaincre Lalou de créer une société avec moi. On avait un très beau projet, puis il s'est défilé au dernier moment. Ça, c'est un de mes gros échecs dont je me suis jamais remis. Il pourra confirmer que c'est vrai. Non, moi, les points d'entrée, alors je réponds toujours assez souvent la même chose à cette question. Je pense que pour les gens qui sont plutôt ingénieurs, de faire du chantier, c'est la base de tout. Et pour les gens qui sont plutôt attirés par l'asset management, etc., la transaction immobilière, c'est la base de tout. Ce sont des métiers, ce sont des écoles de formation exceptionnelles. Donc, je ne peux que recommander à des gens qui veulent rentrer, soit d'accepter parce que ce sont des métiers commerciaux, ce sont des métiers qui ne sont pas forcément toujours bien connus, la transaction immobilière. Et puis le chantier, c'est des métiers très rudes, un peu compliqués, des horaires décalés, etc. Mais ce sont, pour moi, dans le secteur immobilier, les deux meilleures écoles de formation. Bien, on va parler un peu plus de toi, parce qu'un des objectifs qu'on s'est donné avec Gaël, c'est de rendre les dirigeants accessibles. Et une façon de les rendre accessibles, c'est d'essayer un petit peu de mieux les connaître et de mieux les comprendre. On va commencer par l'ambition. Les carrières sont souvent faites de hasard, de chance, de rencontres, mais il y a souvent aussi une volonté originelle. Comment tu décrirais ton ambition, en fait, celle qui t'a animé au début et qui continue de t'animer aujourd'hui? Je pense franchement que c'est l'un des principaux moteurs dans une carrière professionnelle. Donc moi, je vois ça plutôt l'ambition de manière extrêmement positive, parce que c'est quand même un moteur, avoir plus de responsabilités, des jobs avec un spectre plus large, de faire des choses de plus en plus complexes ou significatives ou autres. Moi, je sais que ça a été un moteur et j'ai probablement réussi à satisfaire ce qu'était ma propre ambition, alors, moi, plutôt en changeant d'entreprise. Chacun a ses parcours, mais moi, je reconnais que je ne dis pas ça pour mes collègues actuels d'ICANN, ça fait pratiquement 5 ans que j'y suis, mais finalement, je vois que tous les 6, entre 5 et 7 ans, j'ai changé d'entreprise. Franchement, objectivement, ce n'était pas parce que j'étais en situation de difficulté, mais c'est parce que j'avais un moteur d'ambition de faire quelque chose ou différent ou un peu nouveau. Donc je pense que c'est un moteur personnel qui est extrêmement sain et puis qui nous aide à avancer, qui nous motive tous les matins pour aller au bureau et faire des choses qu'on aime faire. Mais je pense que ça ne se décrète pas. Alors on en a ou on n'en a pas. On arrive à la satisfaire ou on n'arrive pas. Mais voilà. Et moi, c'est souvent en changeant d'entreprise que j'ai pu arriver à satisfaire mes envies. Et quelle est la source de cette ambition? D'où ça vient? Alors ça, il est 9h45 le matin, c'est tôt pour réfléchir à des questions aussi profondes. Je pense que c'est... Par exemple, quand tu étais étudiant, tu pensais à vouloir faire carrière? C'est un peu ça la question, c'est pas... Non, ça c'était pas ça. En revanche, quand on a commencé à travailler, quand on a la chance de travailler dans des sociétés qui étaient dirigées par des dirigeants charismatiques, comme étaient les gens que j'ai cités, Jean-Pierre Forgeot, c'était Christian Pellerin, même s'il a eu des difficultés. J'ai croisé Yves Mention pendant de longues années à la SFL. C'est des gens qui sont qui sont très charismatiques. Et donc, forcément, à un moment, on se dit, mais est-ce qu'un jour, j'arriverai à faire ce qu'ils font? Est-ce qu'un jour, j'arriverai à leur ressembler? Donc, c'est souvent en regardant les gens avec qui on travaille que moi, j'ai trouvé la source de mon amitié, parce que je me disais, j'aimerais bien ressembler à ces gens-là. Et aujourd'hui, tu regardes qui? Alors, je ne vais pas dire une vraie intention, mais j'ai la chance d'occuper un poste de direction générale. Et pour ceux qui connaissent l'organisation, j'ai plus de patron. Donc, j'ai plus de patron. Je reporte à un conseil d'administration. Donc, c'est pas tout à fait la même chose que d'avoir un patron. Simplement, j'ai 15 personnes, alors je ne vais pas dire en face de moi, mais autour de moi. Et finalement, j'interagis avec 15 membres d'un conseil d'administration. Donc, je les admire tous, hein, si tu peux, évidemment.
par nature, on admire forcément tous ces administrateurs, mais ce n'est pas la même relation que la relation hiérarchique ou la relation peut avoir. Donc, mais je ne vais pas les citer parce que ce serait là, mais c'est vrai qu'il y a dans mes concurrents, et notamment dans la promotion immobilière, et notamment dans des sociétés qui font de la promotion et de l'investissement, notamment dans ceux qui font les centres de commerce et la promotion immobilière, donc ça se rapproche. Voilà des modèles, des gens dont je me dis, est-ce qu'un jour, mais là je pense que je n'y arriverai jamais, mais est-ce qu'un jour j'arriverai à leur ressembler? Peut-être une des différences, c'est l'empreinte capitalistique des gens que tu cites en fait. C'est des gens qui ont peut-être, comme tu as essayé de le faire à plusieurs reprises, de créer une société et d'être non seulement gestionnaire, dirigeant, mais aussi actionnaire. Cette dimension-là te manque, t'as manqué, recèle une forme d'ambition qui demeure ou ça s'est éteint ou ça n'a jamais existé? Depuis que tu m'as dit non, forcément, j'ai renoncé. Non, mais voilà, on ne se refait pas. Puis peut-être un jour, parce que je ne vais pas faire comme Alain Dinin, dire que j'en ai encore pour 20 ans, mais peut-être ça viendra un jour. C'était ce que je répondais sur tes agentoirs, parce que c'était une aventure capitalistique, mais que je n'ai pas menée à son terme. Voilà. J'aurais peut-être dû le faire, mais ça ne sert à rien d'avoir trop de regrets. Quel est ton rapport avec l'ambition chez les autres, chez les jeunes collaborateurs, chez les autres collaborateurs en général? Comment tu accueilles cette ambition qui parfois peut être bousculante un peu? Ah oui, mais alors, franchement, sans prétention, moi, c'est plutôt quelque chose qui m'attire. Et je pense que finalement, dans le rôle de... C'est pas le seul qualité qu'on recherche chez un collaborateur, mais quand on est manager, d'essayer de détecter les gens qui ont l'ambition, je pense que c'est important parce que c'est quand même parmi ces gens-là, si en plus ils ont des qualités techniques, s'ils sont rigoureux, etc., et si en plus ils ont l'ambition, on peut faire l'analyse ou le pari que c'est ces collaborateurs qui vont aller le plus loin et c'est eux qui vont porter le développement de l'entreprise. On ne peut pas avoir 100% de collaborateurs qui aient de l'ambition ou qui aient trop d'ambition dans une société, sinon c'est un peu compliqué à gérer, mais c'est quand même ces collaborateurs qui ont de l'ambition qui vont tirer et qui vont porter le développement de l'entreprise. Donc on essaye de les embaucher, on essaye de les repérer, puis on essaye surtout de les garder. Les gens qui te connaissent savent que tu as des valeurs assez fortes, l'amitié, la famille, ou d'autres encore. Comment ces valeurs sont avec toi dans ta vie professionnelle? Comment elles impactent ta façon de te comporter professionnellement? Ouais, alors c'est des sujets, compliqués, les valeurs, parce que on devient vite donneur de leçons. Et moi, j'ai beaucoup de défauts, j'en suis conscient, mais j'essaye de pas trop donner de leçons, aux autres. Donc, moi, je ne sais pas si je les ai, mais en tout cas, je sais celles que j'apprécie chez les autres, c'est les gens qui sont transparents, directs et fiables. Je ne sais pas si c'est vraiment des valeurs, mais c'est des comportements. Moi, je reconnais que c'est le genre de comportement qui me parle. Et donc, c'est ça que j'essaye d'être ça, mais bon, voilà, c'est pas à moi de juger ou d'évaluer. Et puis, mais c'est ça que je recherche à les autres, même si parfois la franchise ou d'être trop direct ou trop transparent, ça peut heurter, ou on peut avoir l'impression d'être trop rugueux, voire parfois brutal, hein, mais ça permet de mieux se comprendre, de mieux progresser, de mieux fonctionner. Donc voilà, moi c'est ça que j'essaye de faire dans l'environnement dont j'ai la responsabilité chez ICAD. Est-ce qu'il t'est arrivé, par exemple, d'avoir un avis sur une collaboratrice ou un collaborateur qui a changé du tout au tout parce que tu as découvert une absence flagrante de valeur sur des choses qui te sont chères? On a eu pas mal de cas comme ça narrés dans le cas des masterclass. Oui, moi, après, les valeurs. Je trouve, par exemple, dans une entreprise, c'est important, et j'essaie de porter attention, par exemple, aux collaborateurs
les plus juniors ou les moins bien rémunérés ou les gens qui font des tâches pas forcément avec une valeur ajoutée considérable. C'est eux qui font aussi fonctionner l'entreprise. Et l'important pour moi, c'est d'être capable d'avoir des niveaux d'exigence qui sont très différents. Il y en a quelques-uns dans la salle. Donc moi, je suis beaucoup plus exigeant, évidemment, quand je parle à un membre du COMEX que quand vous parlez à un employé qui fait le ménage dans vos bureaux. Et je reconnais que notamment, j'ai beaucoup de mal avec les gens qui sont très durs avec les collaborateurs qui sont au plus bas de l'échelle d'une entreprise. C'est quelque chose qui, personnellement, me met extrêmement mal à l'aise. Et voilà, donc quand je vois des gens se comporter comme ça, je me dis que je vais avoir du mal à m'entendre avec eux. Et si on passe des valeurs à la valeur, une partie importante de ton activité consiste à créer de la valeur, à la capter, à la maintenir. Quelle est ta relation à ça et comment tu essayes de répandre cette initiative, cette action au sein de l'entreprise sur cette relation-là, un peu qui relève à la fois de la créativité et aussi de la gestion financière? En fait, c'est un sujet passionnant, surtout dans une société comme ICAL, qui est, pour ceux qui ne connaissent pas l'entreprise, on a une société évidemment totalement privée, mais j'ai une structure actionnariale qui est assez particulière, puisque j'ai un premier actionnaire qui est une institution financière publique, dont la mission principale est l'intérêt général. Alors, ce qui est passionnant dans un groupe comme ICAL, c'est un peu le meilleur des deux mondes, donc c'est la Caisse des dépôts, hein, pour ne pas la nommer, qui a 39% de la société, qui contrôle son conseil d'administration. Et donc, d'essayer, et ça rend les choses plus intéressantes et plus compliquées, d'essayer de... Alors, on est une société cotée, donc on se doit de délivrer la création de valeur. Je dis ça sans prétention, mais ce sont des chiffres... Depuis 2015 que j'ai eu la chance de rejoindre cette société, on a, d'un point de vue de création de valeur boursière, c'est pas la seule, hein. Enfin, quand on est une société cotée, il faut quand même y faire attention. On est la société qui a délivré, quelle que soit la période de départ, 2015, 16, 17, 18, voilà, qui a créé le plus fort rendement boursier de toutes les foncières et de tous les promoteurs. C'est un travail collectif. Et en même temps, on a réussi à faire des choses sur le plan environnemental, sociétal, etc. Je ne sais pas si là on est les meilleurs, mais enfin en tout cas on a essayé de faire pas mal de choses. Et d'essayer de concilier cette création de valeur financière, économique, qui est quand même, quand on travaille dans une entreprise, c'est quand même le must, d'autant plus que quand on travaille dans la promotion et l'investissement immobilier, on a besoin de beaucoup de capital. Quand on est dans les services, on a moins besoin, mais enfin, nous, on demande beaucoup de capital à nos actionnaires, parce que l'immobilier fonctionne quand même comme ça. Donc, demander du capital, si on n'est pas capable de délivrer du rendement, ça ne va pas fonctionner. Donc, on a réussi à faire ça, et en même temps, on a réussi, je prends en même temps, c'est le mot à la mode, mais on a réussi à faire des choses qui, je crois, étaient vraiment bien, notamment sur le plan environnemental. Et là où c'est ça sera entre guillemets enfin, je ne sais pas si c'est le Graal absolu, mais c'est quand on arrivera à démontrer qu'en fait c'est finalement ces éléments sociétaux ou environnementaux qui finalement nous ont permis de créer de la valeur, voire plus de valeur que certains de nos concurrents. C'est pas facile à faire et c'est encore plus difficile à démontrer. L'activité immobilière est à la fois très prenante et enthousiasmante et on passe un temps considérable devant des écrans, à lire des mails, en fait à être sans rupture concrète par rapport à des tâches d'exécution, à un quotidien. Dans tout ça, quelle est ta part de rêve et comment elle peut exister aussi au sein de tes équipes, chez tes collaborateurs? Comment on arrive à se détacher, à continuer de se construire et à progresser en fait? Ah non, mais on ne passe pas des heures à lire des mails ou devant des écrans. Quand on est dans l'immobilier, là, on passe des heures à aller voir des sites, à aller voir des immeubles, à aller voir des locataires, à aller voir des sociétés. Et si on ne fait pas ça, moi, je pense que alors là, dans notre métier, je ne parle pas pour les autres, pas d'avis, mais dans notre métier, si on ne reste pas près de l'opérationnel, on se coupe de tout. Donc moi, je vais voir encore beaucoup de sites, beaucoup de terrains, beaucoup d'immeubles.
beaucoup de locataires qui utilisent nos immeubles parce que c'est d'abord la partie la plus intéressante du métier. Et c'est ça qui fait effectivement rêver. C'est vrai que quand on a la chance de faire des métiers où en plus on peut construire et produire, bah, c'est vrai qu'on rêve devant des sites, on rêve devant des projets d'architectes. C'est ça qui fait les mails, les écrans, les tableaux, tout ça. Oui, on est bien obligé de faire, mais on essaye de réduire ça à la part la plus congrue de la journée. Dernière question avant le questionnaire. L'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, pour toi et dans l'absolu, pour ta vision pour les autres, que ce soit tes collaborateurs ou non d'ailleurs? Bah, chacun s'organise comme il veut. Je vais être très prétentieux. Moi, je pense que je travaille beaucoup, mais je m'organise pour avoir le temps de faire autre chose et notamment de m'occuper de ma famille. Et maintenant, ils sont grands, mais ils sont partis, mais de m'occuper de mes enfants. Donc, après, chacun s'organise comme il veut. Moi, je n'aime pas travailler le soir, donc je pars très tôt du bureau. Puis j'ai travaillé 6 ans pour un grand groupe allemand. Donc dans les groupes allemands, à 18h30, je peux vous dire, il n'y a plus personne dans les bureaux. Ils sont beaucoup mieux organisés que nous. Donc c'est possible. Moi, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait une nocturne, comme on dit dans le hub. C'est data room. Les data rooms, les machins. Alors, il faut bien des gens qui le font, mais voilà. Par contre, il peut m'arriver d'envoyer des mails à 5h30 du matin, donc je ne respecte pas vraiment le droit à la déconnexion ou ce genre de choses. Mais chacun s'organise comme voilà, chacun ses modes de fonctionnement. Et chacun trouve son équilibre. Et moi, je comprends et j'accepte parfaitement que des gens, finalement, trouvent un équilibre où la vie professionnelle est quasiment exclusive d'autre chose. Chacun, j'ai envie de dire, chacun son truc. Oui, juste avant le questionnaire, j'ai une petite question sur une des valeurs dont on n'a pas abordé, celle de la transmission. Comment toi, tu le vois? Tu as parlé d'un certain nombre de mentors. Est-ce que toi, tu t'imagines mentor pour un certain nombre de jeunes professionnels ou d'aspirants J'en tiens parce que je pense que ça se décrète pas. En fait, moi, les gens que j'ai cités, c'était pas décrété être mes mentors, mais simplement la manière dont ils dirigeaient, la manière dont ils étaient. Moi, voilà, c'est très inspirant. Après, bon, on essaye de faire un peu de transmission. J'essaye de faire toujours un peu, moins récemment, mais de faire, voilà, moi, donner un peu de cours, faire un peu de pédagogie, parce que toujours, pendant pas mal d'années, j'ai fait, pour ceux qui le connaissent, des cours d'asset management immobilier au master GSIC de la Sorbonne. C'est assez intéressant de voir comment on arrive à mettre en forme pédagogique les savoirs qu'on pense avoir accumulés, à tort ou à raison d'ailleurs, mais en fait on les a et puis on essaye de les restituer. Je pense que ça fait partie un peu des renvois d'ascenseurs qu'on doit à un secteur ou à une industrie finalement qui m'a beaucoup apporté. On va passer au questionnaire. Donc, quelques questions extraites historiquement du questionnaire de Proust, revisitées par. C'est pas vraiment le questionnaire de Proust, Pivot, pour l'avoir lu. Ensuite, Si je par peux me Robert permettre. Litton, mais bon, l'inspiration est un peu lointaine. Quelle qualité préfères-tu chez une personne? Ben la transparence, les gens qui sont francs, honnêtes et directs. Voilà, moi, ça fait 3. Donc, c'est pas vraiment la réponse à la question, mais c'est probablement quelque chose que j'apprécie beaucoup. Quelle est ton héroïne ou ton héros de fiction préféré? Mon héros de fiction préféré, je ne sais pas si... non, c'est pas un héros de fiction, moi, mais mes héros ou les personnes qui inspirent. Je relisais il n'y a pas longtemps les 4 volumes de Gaulle de Jean Lacouture. Et voilà un personnage qui m'inspire beaucoup, mais c'est pas vraiment un héros de fiction. Qui, Jean Lacouture ou De Gaulle? De Gaulle. Ton juron, gros mot, blasphème préféré? Alors là, on est loin du questionnaire de Proust. Et c'est le même que celui de Mecca l'année dernière. On s'en souvient. Je vous invite à regarder la vidéo. Mika étant très poli, ça ne doit pas être très grave. Beaucoup plus pertinent. Pardon? Je dis maintenant, je fais le teasing en fait, beaucoup plus pertinent. Le don de la nature
que tu aurais aimé avoir? Parmi tous ceux que tu as déjà, bien sûr. Non, j'aurais adoré être pianiste. J'aurais adoré être pianiste. Et toujours eu beaucoup de fascination pour les gens qui savent jouer du piano. Et voilà un don que je n'ai pas. J'aurais pu, j'ai pas le don, j'ai jamais fait l'effort d'apprendre à jouer, mais voilà quelque chose que j'aurais aimé faire. Et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, je suis attiré. Je trouve que les joueurs de piano ont des gens qui ont un charme assez extraordinaire. J'aurais adoré jouer du piano. D'accord. Quelle est la faute qui t'inspire le plus d'indulgence? Bah, la faute qui m'inspire le plus d'indulgence, je crois que c'est finalement quand les gens font preuve de bonne volonté et essayer, puis s'ils échouent, mais si vraiment on a le sentiment qu'ils ont tout fait, qu'ils ont tout tenté pour y arriver, bah si on n'a pas réussi, donc c'est la persévérance en fait. Finalement, c'est quand on a l'échec mais qu'on a la persévérance, je crois qu'il faut faire preuve de beaucoup d'indulgence. Ça peut durer combien de temps, les échecs Pas trop quand même. Je faisais référence à une des personnes que tu regardes en ce moment qui a répondu à cette question après une longue hésitation, la dernière. J'ai même pas compris la question là. Une des personnes dont tu as décidé sans la cise à l'heure a répondu à cette question après beaucoup d'hésitation. La dernière, quelle est la faute qui t'inspire le plus d'indulgence? La dernière. Sûrement. Voilà. Quel est l'autre métier que tu aurais aimé? Il est trop intelligent pour moi. Quel est l'autre métier que tu aurais aimé faire? L'autre métier que j'aurais aimé faire, je ne suis pas sûr que ce soit un métier, mais j'aurais adoré faire un mandat politique, notamment un mandat local. Et en fait, dans notre métier, notamment de promotion, on rencontre beaucoup d'élus locaux, beaucoup de maires. Alors, ce n'est pas vraiment un métier, c'est une fonction, mais je trouve que c'est une fonction passionnante. Il y a beaucoup d'admiration parce que c'est énormément de sacrifices personnels, de temps, de vie familiale, etc. Mais les mandats politiques locaux, j'ai d'ailleurs pas complètement renoncé, peut-être un jour, mais c'est quelque chose qui m'attire beaucoup. D'accord. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. C'est ce que je viens de dire. C'est pas totalement renoncé. C'est de l'ambition ou c'est de la non, volonté faut être capable de faire un sacrifice parce que je pense que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de pression, c'est beaucoup de responsabilités, beaucoup probablement d'ingratitude des gens que voilà. Mais par contre, un vrai impact sur votre environnement, sur ce qu'on fait. D'autant plus, vous savez qu'un des vrais pouvoirs qui reste encore aux élus locaux, c'est le pouvoir d'urbanisme. Ils sont vraiment les décideurs, donc ils façonnent les villes, etc. Et comme c'est assez naturel par rapport finalement au métier que je fais aujourd'hui, je me dis peut-être un jour, quand ils m'auront foutu à la porte d'ICAD, je pourrais peut-être finalement me lancer là-dedans. Ton fief, ton ancrage territorial, c'est quoi? Moi, je suis, si je voulais, mon nom vient du Nord, mais mon ancrage territorial, moi, c'est l'Île-de-France. Ouais. Nous allons passer aux questions de la salle. Donc, il y a des micros qui vont circuler. Donc, beaucoup de personnes sont aussi venues pour espérer lui parler à la fin. C'est beaucoup plus simple de lui parler pendant qu'à la fin, parce qu'à la fin, il y a beaucoup de monde et vous ne pourrez pas lui parler. Donc, si vous voulez vraiment lui parler, c'est maintenant. Bonjour, Monsieur Vignol, Frédéric Auguste. J'ai une question qui est en fait une double question. L'Assemblée ne sait peut-être pas dans sa totalité que vous êtes un marathonien assidu. On n'en a pas beaucoup parlé. Et moi, j'ai une double question à cet égard. Quand on est aussi assidu que vous, avec plusieurs marathons de Paris, des marathons sur différents continents, après quoi est-ce que l'on court? Et pour faire une analogie avec ce que vous avez dit pendant ce questionnaire et ces entretiens, à qui est-ce que l'on essaye de ressembler, ou alors est-ce que l'on se cherche plutôt soi-même quand on court autant? Ah oui, c'est un clone de Lalou Khelifi, il fait des questions. Non, alors je pars demain matin, pour ceux qui veulent venir avec moi, à Irkoutsk, en Sibérie, faire le marathon sur le lac Baïkal qui est gelé. Donc voilà. Donc, pourquoi? D'abord parce que c'est les sports d'endurance. Il n'y a pas que mais les sports d'endurance, c'est extrêmement gratifiant sur le plan personnel. Je ne veux pas vous faire une demi-heure sur le marathon, mais quand on arrive, on a le sentiment
Je dirais quand on a le sentiment d'avoir été au bout de soi, voire même un peu au-delà, et que voilà, c'est extrêmement gratifiant, extrêmement satisfaisant. Pour ceux qui ont connu ça, quand on vous accroche la médaille autour du cou, on a vraiment l'impression. En plus, c'est un sport où finalement on lutte pas contre les autres, on lutte contre soi-même. Hein. Et donc voilà, donc moi ça m'apporte de grandes satisfactions. En plus, je fais ça, je peux me permettre ça, de faire ça dans les plus beaux endroits au monde, comme dimanche matin dans l'Aïbaïkal. J'ai été faire ça au pôle Nord, j'ai été faire ça en Antarctique, j'ai cette chance de pouvoir faire ça. Donc ça m'a permis de trouver des grandes satisfactions personnelles, parce que vraiment le sentiment de vous dépasser, c'est une réalité, c'est un dépassement physique, pas intellectuel, mais physique. Et alors, paradoxalement, quand on s'entraîne, on travaille énormément. Alors maintenant, avant, on avait les dictaphones et les tout. Et moi, quand je travaille jamais autant que quand je m'entraîne. Parce que quand vous courez pendant 4, 5, 6, 7 heures, vous avez quand même le temps de... Et finalement, ça vous donne le temps de penser à plein de choses et de réfléchir à plein de choses. Donc voilà, ça m'apporte de grandes satisfactions. Bonjour Olivier, Yanishka Bassis, World Women in Real Estate. Alors j'étais surprise de savoir sur la bourse. Alors est-ce que tu penses qu'à cause de la parité dans ton entreprise, que tu as réussi plus que les autres? Sûrement. Il y a Marianne de Baptistine. Non, mais je ne sais pas si c'est le... Parce qu'en fait, moi je suis très honnête. On s'est retrouvés, c'est vrai, à un moment, avoir au COMEX d'ICAD plus de femmes que d'hommes, mais je pense que c'est honnête aussi de dire que c'était été le fruit quelque part d'une certaine forme de hasard, parce que il y en avait déjà un certain nombre, et puis j'ai fait quelques nominations, notamment avec des gens en interne qui étaient des femmes qui réussissaient extrêmement bien dans l'entreprise, et donc on s'est retrouvés. Alors, il y a des indices, notamment pour ceux qui lisent cette étude de McKinsey, qui démontre dans le monde, avec des statistiques assez savantes, que les entreprises où les femmes sont en majorité sont sur moyenne ou longue période les plus performantes, et ils ont tout un échantillon pour démontrer ça. Donc acceptons-en la conclusion. Moi, je dis sur le sujet, franchement, moi, dans ma tête, je ne fais pas de différence. Hein. Donc, je pense qu'on nomme des gens pour leurs compétences. Et donc, pour prendre notamment, on avait notamment pour 3 métiers qu'on fait chez CAD. On a une foncière tertiaire, une foncière de santé, une métier de promotion immobilière. Et sur 3 patrons de business unit, on avait 2 femmes. Françoise Delette, pour ne pas la nommer, qui est fondée, créée et dirigée ICAD Santé, et puis Emmanuel Baboulin, qui dirige toujours la foncière tertiaire. Mais je ne les ai pas nommées parce que c'était des femmes, je les ai nommées parce qu'elles étaient les plus compétents ou compétentes dans l'environnement dans lequel j'évoluais, et elles sont très, très, très successful, mais je veux bien accepter le postulat que quand on a une majorité de femmes, on n'est plus performant. Une autre question? Une dernière question. Bonjour, Kevin Mangat. Quelle place accordez-vous au développement durable dans l'ensemble de vos projets immobiliers? C'était le point que je mentionnais à répondre à la question. Je crois assez significatif, et surtout on essaye de démontrer, on essaye de trouver les chemins critiques où en fait le développement durable, la transition énergétique, la transition environnementale, la trajectoire bas carbone, de démontrer qu'en fait c'est ça qui crée de la valeur. C'est pas simple. Hein. C'est pas simple parce que c'est souvent des investissements très significatifs, dont, pour prendre des termes là, dont le ROI pas facile à mettre en évidence. Donc d'un côté, on a des investissements ou des dépenses qui, eux, on sait assez vite les chiffrer. En revanche, le retour sur investissement que ça va procurer, lui, il est beaucoup plus immatériel. Pour un exemple, quel est l'impact sur la durée de commercialisation d'un immeuble de bureau du fait que vous allez démontrer qu'il est sur le plan, aujourd'hui, on ne sait plus que la performance énergétique, mais
que son impact carbone est très limité. C'est très difficile à chiffrer parce que vous n'avez pas le même immeuble juste à côté qui n'aurait pas les mêmes caractéristiques. Nous, on en a cette conviction, mais le sujet, c'est au-delà de la réglementation, parce que je pense que chez CAD, on va au-delà de la réglementation. Donc, par exemple, sur l'intensité carbone et la trajectoire carbone, on s'est fixé un premier objectif de dire on va réduire notre empreinte carbone de 45% sur 10 ans. Alors les premiers pourcents, c'est assez facile, hein. Donc c'est après que ça devient compliqué. Et là, donc on est à mi-chemin, on a démarré en 2015, et donc là on est à mi-chemin de la trajectoire, donc les moins 45, ça nous permet de tenir la fameuse trajectoire du plus 1,5 degré issue de la COP 21. Mais en fait, au milieu du parcours, on est en train déjà d'ouvrir un deuxième chantier qui est de voir finalement est-ce que c'est financièrement soutenable, parce que, voilà, encore une fois, on gère quand même des sociétés, est-ce que ce serait financièrement soutenable de compenser intégralement les émissions carbone de notre portefeuille, qui, il faut le reconnaître, qui est un portefeuille d'abord très significatif en mètres carrés, qui est un portefeuille dans lequel il y a des immeubles anciens, il n'y a pas que des immeubles qui ont moins de 2 ans d'existence. Et donc de compenser, ou de réduire, ou de compenser les émissions de carbone d'un bâtiment qui a 15 ans entièrement loué, ça ne tombe pas sous le sens. Mais donc voilà, on a ouvert ce deuxième dossier et j'espère qu'on sera la première foncière qui pourra annoncer qu'elle va compenser intégralement ces émissions de carbone. Et si on le fait, les gens peuvent avoir ou pas des convictions personnelles sur le sujet. Si on le fait, c'est entre autres parce qu'on aura le sentiment que c'est extrêmement rentable et que ça nous donnera in fine un avantage compétitif. Une dernière question. Je suis ingénieur. Je travaille dans l'immobilier à Aéroport de Paris. Je suis à la retraite maintenant. J'anime un groupe d'ingénieurs travaillant dans l'immobilier, un groupe professionnel. Et donc, je suis amené à conseiller de jeunes ingénieurs qui sont intéressés par le secteur. Donc, ma question, c'est autour de ça. C'est un peu quelle est la place que vous voyez pour des gens de formation ingénieur dans ce secteur, sachant que moi, quand même, l'impression que j'ai eue, c'était que les compétences les plus valorisées, c'était la finance et le juridique. Et donc, ce n'est pas forcément évident. Voilà, donc, comment vous voyez les choses et quels conseils vous donneriez à de jeunes ingénieurs qui s'intéressent au secteur? Donc, l'immobilier d'Aéroport de Paris, qui est animé par un grand dirigeant que chez ICAD, on a bien connu. Alors, je partage. D'abord, moi, je ne pense pas que l'immobilier soit un métier très financier. Voilà, donc, ce n'est pas ma conviction. Parce que calculer un TRI ou une valeur actuelle nette, etc., en matière de finance, je suis désolé pour les gens qui pensaient qu'ils faisaient un métier d'ingénieur, mais c'est pas très sophistiqué en matière de finance. Le levier, tout ça, bon, ça l'est beaucoup plus. Vous êtes ingénieur, la construction, là, on a fait des choses très sophistiquées. Je pense que c'est assez compliqué sur le plan du droit, sur le plan de... Mais je ne crois pas que la finance soit le sujet dominant de notre métier. Moi, sur les ingénieurs, j'ai envie de dire qu'ils restent ingénieurs. C'est-à-dire que qui conçoivent et qui construisent des immeubles. Je disais tout à l'heure, la porte d'entrée quand on est ingénieur, c'est oui, faites du chantier. Alors ok, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est une telle école de formation et là, des gens qui savent construire les immeubles. C'est sûr que dans nos métiers, c'est des compétences extrêmement reconnues et qui n'aillent pas faire trop de finances. On a beaucoup trop de financiers autour de nous. On est pile poil dans les temps. Il t'appartient maintenant de conclure. Tu as 5 minutes. Figure libre. Ouais, écoutez, d'abord, je voulais vous remercier de votre présence un matin à 9h30 pour écouter Lalou, Gaël et Olivier Vignol. C'est un acte de foi pour ce métier. Non, on avait sûrement mieux à faire. Voilà, donc ce sujet, on est dans un forum des métiers de l'immobilier. Certains d'entre vous sont déjà dans l'immobilier, d'autres peut-être sont venus voir si c'était un secteur où il y avait des opportunités de carrière. Alors pour ceux qui sont déjà dans l'immobilier, je ne peux que vous inviter à faire preuve de prosélytisme parce qu'on est un secteur qui se développe beaucoup, on a besoin de beaucoup de talents. Donc c'est en parlant de nos métiers, pour ça que moi j'ai accepté cet exercice, c'est en parlant de nos métiers autour de nous qu'on peut attirer des... Parce que c'est vrai que l'acte de construction,
que ce soit des bureaux, des entrepôts, des logements, peu importe. C'est un métier passionnant. Puis alors pour ceux qui seraient dans l'assistance, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans l'immobilier parce que je vois quand même beaucoup de têtes connues. Donc, mais pour ceux qui ne seraient pas dans ce métier, on avait une demi-heure, mais il y a un spectre. Il y a un spectre de compétences très large, que vous soyez ingénieur, commercial, fiscaliste, juriste, etc. Il y a dans nos entreprises des opportunités de carrière tout à fait passionnantes. Donc je ne peux que vous inviter à faire acte de candidature. Je crois qu'il y a un peu plus de 90 exposants, donc sûr que vous trouverez une entreprise qui a des opportunités qui peuvent intéresser. Et en plus, on est dans un moment où, je dirais, notre secteur va encore connaître des années de croissance extrêmement significatives dans les années à venir. Les problèmes t'es mentionné, de transition carbone, les problèmes de métropolisation, les problèmes de logement, les problèmes de transformation dans l'utilisation d'immeubles de bureaux, les problèmes de logistique urbaine sont des grands sujets de notre secteur du moment. Problème de reconversion de certains centres commerciaux. Enfin, c'est que des sujets passionnants. C'est des sujets qui font la ville, c'est des sujets qui font la vie autour de nous. Et on ne sera jamais assez nombreux pour résoudre tous ces sujets. Donc, bienvenue à tous dans le monde de l'immobilier et merci de votre présence ce matin. Merci beaucoup.